Ici Charles Tisser, bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, Gaspésie, Anticosti, golfe du Saint-Laurent. Y a-t-il vraiment des énergies fossiles en quantité suffisante pour en permettre l'exploitation? Si oui, quels en seraient les défis techniques et surtout les risques environnementaux? Malgré notre désir de faire la transition vers les énergies nouvelles, l'énergie fossile domine toujours notre mode de vie, et cela pour plusieurs décennies encore, à tel point que la recherche de nouvelles sources de gaz et de pétrole se fait plus intense partout à travers la planète, et le Québec n'échappe pas à cette tendance. Actuellement, il y a un véritable branle-bas de combat à Anticosti et de grandes manœuvres sur le golfe du Saint-Laurent, où il y aurait d'importantes ressources d'hydrocarbures. Ce soir, nous consacrons toute notre émission aux promesses et aux risques de l'or noir du Québec. Chercher des hydrocarbures au Québec, cela se fait à la grandeur du territoire. L'immense golfe du Saint-Laurent, où il y aurait des cibles mystérieuses. La Gaspésie, où plusieurs puits ont été forés. L'île d'Anticosti, où démarrait à l'été 2014 une campagne de forage exploratoire. L'industrie s'intéresse de plus en plus au gaz et au pétrole qui existeraient dans le sous-sol du Québec. On veut en produire. On veut en exporter, comme ailleurs au Canada. L'or noir du Québec jaillira-t-il un jour à la hauteur des rêves les plus optimistes? Et avec quels impacts sur l'environnement? Quels sont les risques? Quoi qu'il en soit, seule la science permet de savoir si ce projet collectif controversé est possible ou si c'est une illusion. Cette falaise de Cap-Santé, en bordure du fleuve près de Québec, est un livre ouvert qui raconte la formation des hydrocarbures. Il y a des centaines de millions d'années, des matières organiques en décomposition ont été enfouies et recouvertes d'autres sédiments. Au fil de millions d'années, la compaction de ces couches a généré, à des températures et des pressions croissantes, d'abord du pétrole, puis du gaz dans les pores de cette roche. C'est ce qu'on appelle une roche-mère. Dans ce cas, un shale. Il en existe un certain nombre dans l'est du Canada. Les roches-mères génèrent des hydrocarbures, mais sous deux formes différentes. Il y a d'abord ce à quoi on est habitué, un gisement conventionnel. C'est une sorte de poche en profondeur qui contient du gaz ou du pétrole, ou les deux. On fore et la ressource jaillit sous pression. Et puis, il y a les gisements non conventionnels. Cela peut être du pétrole provenant de sables bitumineux, plus difficile à extraire, nécessitant beaucoup d'eau sous pression. Ou encore, cela peut être du gaz ou du pétrole de schiste. Mais dans ce cas, il y a une condition indispensable. Il faut fracturer la roche pour libérer les hydrocarbures. Chercheur à la Commission géologique du Canada, Denis Lavoie a beaucoup travaillé sur l'évaluation des ressources en hydrocarbures au Québec. À ce sujet, il fait une distinction essentielle entre ressources et réserves. Pour l'instant, nous n'avons pas de réserve. Ce que nos travaux ont démontré, c'est qu'il y a un potentiel à y avoir des ressources en place. Mais à aucun endroit actuellement, outre dans une toute petite région en Gaspésie, est-ce qu'il y a des réserves. Ce ne sont que des ressources actuellement. Il y a un potentiel qui semble significatif par endroit, mais ce potentiel n'est pas encore démontré, donc on ne peut pas parler de réserve actuellement. Au Québec, on n'en est qu'à l'évaluation des ressources, le début d'un long processus. Par ailleurs, l'État a déjà exclu l'estuaire du Saint-Laurent, jugé trop fragile. Il a aussi imposé un moratoire sur l'exploration dans les basses terres entre Montréal et Québec,
dont le potentiel en gaz de schiste est démontré. Cela étant, il y a 3 bassins sédimentaires intéressants. Celui de la Gaspésie. Un petit gisement, Galt, y est en exploitation et un gisement un peu plus conséquent, Aldeman, est en exploration avancée. Celui d'Anticosti. Une grande partie est marine et non explorée, mais au centre, l'île d'Anticosti suscite l'intérêt pour son pétrole de schiste. Un pétrole non conventionnel qu'il faudra donc exploiter par fracturation. Et le bassin dit de Madeleine qui occupe la partie sud du golfe du Saint-Laurent. Une zone quasiment inexplorée, sauf pour une cible majeure, le prospect Old Harry, situé à 80 km des îles de la Madeleine. De ces 3 zones, le potentiel le plus modeste est en Gaspésie, pour des gisements conventionnels. Pour leur part, Anticosti et le Golfe sont plus prometteurs, mais ce sont en quelque sorte des boîtes à surprises. Selon Denis Lavoie, leur potentiel est réel, en particulier pour Anticosti. Il a notamment analysé le contenu organique de la roche-mère. Ce que ça nous dit, c'est qu'on a à cet endroit, sur l'île d'Anticosti, une roche-mère qui est de très bonne qualité. C'est une matière organique qui est très favorable à la formation d'hydrocarbures liquides. Le shale Macassie a été enfoui à une profondeur, donc a subi une température de cuisson qui est optimale pour la génération d'hydrocarbures liquides. Dans le Golfe, c'est une autre histoire. Si le Québec maintient actuellement un moratoire sur l'exploration, sa voisine Terre-Neuve y est très active. Elle s'intéresse en particulier à Old Harry, qui a le potentiel d'être un énorme gisement. Mais la frontière entre les 2 provinces passe au beau milieu de ce prospect. Pour l'économiste spécialisé en ressources naturelles Jean-Pierre Reverret, c'est la principale raison pour laquelle il n'y a pas encore eu de forage sur Old Harry. Là, il y a réellement un enjeu de voisinage qui est important. Et il y a un enjeu aussi de partage de la ressource. Puisque la ressource elle-même, dont on ne connaît pas encore sa nature, hein, il faut bien se rappeler de ça, c'est pas clair ce qu'il y a sous Old Harry, elle est partagée entre le Québec et Terre-Neuve. Donc celui qui commencera à tirer plus tôt va peut-être tirer une partie de la ressource du voisin. Donc on est dans quelque chose de très complexe. Sondage sismique, travaux géophysiques, forage. Le chemin est long et risqué entre l'exploration et l'exploitation d'une réserve confirmée. À titre d'exemple, il a fallu forer 42 puits avant de toucher le gros lot, celui qui a permis de mettre en production le champ d'Hibernia au large de Terre-Neuve. Chaque étape offre la possibilité d'un abandon ou d'un report, que ce soit pour des raisons techniques, économiques ou environnementales. Dans le contexte québécois, on comprend pourquoi on se tourne vers Anticosti et le golfe du Saint-Laurent. Par comparaison à la Gaspésie, la ressource y serait nettement plus abondante. On fait même miroiter un Eldorado. Mais existe-t-il vraiment? Après la pause, Anticosti, pactole ou mirage? Une question à 100 millions de dollars. Anticosti. Une île remarquable par ses paysages et sa géologie. Des chutes majestueuses. Des canyons spectaculaires. Les formations rocheuses qui affleurent datent d'une période géologique très ancienne. La fin de l'Ordovicien et le début du Silurien, il y a environ 450 millions d'années. Ce sont des paysages, et des falaises côtières en particulier,
que le géologue André Desrochers a découvert il y a plus de 30 ans, alors qu'il était étudiant. Ses beautés, sa géologie unique fait en sorte qu'année après année, je suis revenu y travailler. Le fait qu'on retrouve environ 600 km de côte autour de l'île, qu'on accède à des archives géologiques qui sont exceptionnellement bien exposées, qui aussi représentent un intervalle de temps unique dans l'histoire de notre planète. La géologie particulière de l'île, c'est aussi la passion de l'industrie pétrolière. Anticosti est immense, 17 fois la superficie de l'île de Montréal. Et tout, sauf les aires protégées, est couvert de permis d'exploration. Petrolia, une compagnie québécoise, en détient la majorité avec son partenaire Corridor Ressources de Nouvelle-Écosse. Une autre compagnie québécoise, Junex, possède le reste des permis. Cette année, on prévoit faire 15 forages sur l'île, prélude à 3 autres l'an prochain. C'est un projet du consortium dirigé par Petrolia, associé à Corridor Ressources et à la pétrolière française Morel et Probe. Ce projet bénéficie d'une participation de 56 millions de dollars de l'État québécois. Ce qui intéresse l'industrie est une strate particulière, le shale de Macastie. Elle est présente sur toute l'île, à une profondeur variant entre 350 et 2400 mètres. C'est cette couche qu'on veut fracturer en profondeur. Pour produire ces hydrocarbures, il faut injecter un mélange généralement à base d'eau qui va fracturer la roche dans le shale. Le gaz ou le pétrole est alors libéré et remonte à la surface par le puits. En juillet 2014, le géologue André Desrochers poursuivait une recherche amorcée il y a 2 ans. Un travail indépendant, non commandité par l'industrie. Près de la rivière Chaloupe, il existe une source d'eau salée que les habitués de l'île connaissent bien. Localement, on l'appelle d'ailleurs source de Saumur-la-Chaloupe. On a juste un échantillon d'archives. L'eau qui sort de ce monticule de calcaire est accompagnée de gaz à la surface, en particulier du méthane. Le géochimiste Yann Clark prélève des échantillons de ces gaz pour en préciser l'origine. En laboratoire, l'analyse des isotopes devrait pouvoir confirmer l'hypothèse des chercheurs. Selon eux, le méthane ne provient pas d'activités microbiennes près de la surface comme on pourrait le penser, mais plutôt de la roche en profondeur. L'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est que certaines failles, certaines grandes failles qui ont disloqué la série de strates sédimentaires qu'on trouve sous nos pieds, serait une voie naturelle qui amène ces fluides salins, ces saumures de profondeur avec les gaz. Depuis, les premières analyses ont indiqué que du méthane s'est formé en grande profondeur et que les failles ont permis sa remontée jusqu'à la surface. On peut se demander si les fracturations ne vont pas multiplier les voies de remontée du gaz vers la surface. Le risque serait alors de contaminer les sources d'eau potable. D'où la nécessité de bien localiser les grandes failles sous la surface avant de fracturer la roche. Et ce n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels l'industrie devra faire face. « 9 juillet 2014. Un camion de Petrolia se dirige vers le site du forage dit de Sainte-Marie. Ici, pas encore de forage, mais une parcelle de forêt a été dégagée et les opérations devraient commencer dans une semaine. Rien de compliqué. Une foreuse légère comme celle-ci creuse jusqu'à la profondeur désirée et prélève des carottes qui seront ensuite analysées en laboratoire. Le but des travaux qu'on entame en ce moment, c'est justement de valider ces informations qu'on a obtenues en 2010 et en 2012 pour en arriver à choisir les 3 meilleures localisations l'année prochaine pour les forages pétroliers avec fracturation. Donc, on croit que la roche a les bonnes caractéristiques pour une production pétrolière
mais il faut aller au bout du programme qui a été annoncé sur 2 ans pour avoir les réponses. Il y a eu des retards et on sait aujourd'hui que les fracturations ne pourront avoir lieu qu'en 2016. Mais le défi de les réussir est énorme. Le professeur Grant-Wack est un spécialiste des gisements non conventionnels. Cet ancien d'Exxon et de Texaco travaille avec les logiciels les plus sophistiqués, ceux de l'industrie. Il souligne qu'à Anticosti, il faudra non seulement trouver le meilleur emplacement, mais aussi décider d'une approche technique et la confier à une compagnie de forage expérimentée. Il faut vraiment beaucoup d'expérience pour identifier la bonne recette. Ce qu'on doit mettre dans un puits, le forer à l'eau ou à l'air, entre autres. C'est un travail délicat, très délicat. Ne serait-ce que de mobiliser une plateforme de forage. C'est sur une île. Il faut y amener une foreuse et des foreurs. Les coûts seront élevés et la logistique sera complexe dans cet effort d'exploration et éventuellement d'exploitation de réserves qui pourraient s'y trouver. Alors, comment le consortium nouvellement formé, qu'on a appelé Hydrocarbures Anticosti, veut-il y arriver? Sa stratégie consiste à privilégier la recherche de pétrole. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est des sweet spots. Et on veut s'assurer d'être à l'endroit optimum pour récupérer du pétrole. Donc, si on est trop au nord, par exemple, on sait que la matière organique n'a pas assez évolué. Et c'est trop tôt, si on veut, pour aller faire de la recherche pétrolière et gazière. Et si on va trop au sud, à ce moment-là, c'est trop profond, c'est trop évolué. Donc, on se concentre effectivement dans un corridor qui exclut la partie nord et la partie sud de l'île. Évidemment, le pétrole, le liquide, comme on dit dans l'industrie, est potentiellement le plus rentable. Mais à Anticosti, on s'attend à ce qu'il y ait aussi du gaz associé à ce pétrole. Compte tenu du manque total d'infrastructures dans l'île, le consortium a une stratégie. Nous le savons, il y aura du gaz. L'objectif ici étant de maximiser la production de liquide versus de gaz pour rentabiliser le projet, puis au fur et à mesure d'avoir les infrastructures nécessaires pour cette production de gaz qui pourrait avoir lieu dans des zones où est-ce que le Macastie est plus profond et plus cuit en termes de maturité thermique. Il y a aussi le problème de l'eau. En général, la fracturation se fait avec de l'eau sous pression et du sable mélangés à des additifs chimiques. Or, il faut beaucoup d'eau, jusqu'à 20 millions de litres par fracturation. Et il faut ensuite la traiter avant de la rejeter à l'environnement. Le consortium n'a pas fait son choix et réfléchit à des alternatives à l'eau. Mais il reste qu'il faudra mettre en place une surveillance environnementale stricte de tout le processus. Chercheur universitaire à la retraite, Marc Durand est très critique du projet. Se basant sur la réalité américaine, notamment sur le gisement Bakken au Dakota, il estime que le taux de récupération du gaz et du pétrole ne devrait pas dépasser 1,5% en moyenne. Les promoteurs québécois, eux, espèrent beaucoup plus, 2 à 5%. Selon Marc Durand, la rentabilité est donc loin d'être assurée. Pour illustrer son propos, il a calculé qu'il faudrait autour de 12 000 puits regroupés en 2000 plateformes pour que ce soit rentable. Un estimé que Petrolia conteste, tout en admettant qu'elle pourrait avoir besoin de forêts sur l'île autour de 6 000 puits regroupés surtout dans la partie centrale. Trop tôt pour le dire, bien sûr, mais Marc Durand s'inquiète surtout de la suite de l'histoire. Il faut savoir que c'est un processus irréversible. Une fois que la roche est fracturée, une fois que le shale est devenu plus perméable, l'injection du propan, c'est-à-dire l'injection des petits grains de sable qui tiennent les fractures ouvertes, ne sont pas enlevés. On ne peut pas refermer le massif rocheux. Le problème vient de la quantité qu'on extrait. C'est un écrémage. Alors, pendant ces 3 ou 4 années, on a, je dirais, le simple début d'un processus qui, lui, va se poursuivre pendant des siècles, des millénaires, pour qu'un pétrole sorte d'une roche-mère vers un réseau de fractures. Le méthane aussi va continuer à remonter. Mais sur cette question, comme sur bien d'autres, on possède encore très peu d'informations. Il faudra attendre les études.
Mais on sait déjà que de nombreux puits de gaz ou de pétrole de schiste aux États-Unis présentent des fuites qui viennent des gaines de béton du puits ou de l'obturation finale. Il faudra surveiller tout cela et à long terme. C'est de la pensée magique. Et c'est de la pensée magique qu'on fait actuellement dans cette évaluation du risque technologique des puits en fin de production. L'engouement pour le pétrole de schiste à Anticosti date de juin 2011, alors qu'était rendu public le rapport Sproule. Cette firme de consultants basée à Calgary avait été mandatée par Petrolia pour estimer la ressource. Le rapport Sproule avait apparemment conclu à une possibilité de 40 milliards de barils de pétrole. De quoi enflammer les esprits. Ça veut dire qu'on vient de créer dans l'économie pour 400 milliards de dollars de revenus, sous la forme de redevances, sous la forme de profits aux entreprises. Nous avons demandé au professeur Wack d'analyser le rapport. Il souligne que Sproule n'a jamais affirmé qu'il y avait une telle quantité de barils récupérables. Le rapport ne parle que du potentiel dans la roche en place. Le rapport Sproule a calculé les ressources potentielles. Les chiffres avancés alors peuvent être beaucoup plus élevés que ceux des réserves réellement récupérables. Pour le moment, on ne sait pas si Anticosti est riche en pétrole. On ne le saura que lorsque les premières fracturations seront faites au plus tôt à l'été 2016. Cela, si tout se passe bien. Sinon, l'aventure pourrait s'arrêter là. Hydrocarbures Anticosti est sur la ligne de départ. L'autre entreprise, Junex, est au point mort. Pas de partenaire et pas de forage. Pour sa part, le gouvernement devra rapidement préciser les mesures d'encadrement de cette industrie qui n'a pas la réputation d'être toujours transparente. Après la pause, les promesses et les risques des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Pêcher le crabe dans le golfe du Saint-Laurent, c'est exploiter une mer intérieure. Une mer riche qui, lorsque la pêche est bien gérée, renouvelle constamment ses ressources naturelles. Exploiter des hydrocarbures à partir de plateformes comme celle-ci au milieu d'un golfe, c'est aussi exploiter une mer intérieure. Cette ressource n'est cependant pas renouvelable. Une fois soutirée, c'est fini. Dans l'immédiat, les pêcheurs du Cap-Adel se sentent protégés parce qu'en territoire québécois, il y a un moratoire sur l'exploration des hydrocarbures dans le Golfe. Mais rien ne dit qu'il durera. Et même s'il était maintenu, il faut tenir compte de ce que font les autres provinces. La cible des inquiétudes ou des rêves de richesse, selon le point de vue, c'est une structure géologique qui se trouve à 1500 mètres sous cette bouée météo, au lieu appelé Old Harry. C'est une structure qui a un potentiel démontré à partir de différents éléments d'exploration, de géophysique, d'analyse d'images satellitaires qui ont identifié des écoulements d'hydrocarbures naturels en surface provenant de cette structure. On sait qu'il y a des hydrocarbures dans la structure d'Old Harry. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le pourcentage de ces hydrocarbures qui peuvent être récupérables. Enfouie à plus de 1000 mètres sous le fond marin, cette structure géologique de 30 km de long par 12 de large a la forme d'un chameau à 2 bosses. Potentiellement, un méga-gisement, plus gros que celui d'Hibernia. Un réservoir conventionnel, les hydrocarbures étant sans doute piégés au sommet ou dans le flanc des bosses, et peut-être dans un champ unifié à la base. Mais la situation de Old Harry est très particulière. Il est à cheval sur la frontière entre le Québec et Terre-Neuve, frontière qui, par ailleurs, fait l'objet d'un litige entre les deux provinces. Une seule compagnie, Corridor Ressources, possède des droits d'exploration. 2 permis au Québec, 1 à Terre-Neuve. C'est auprès de cette province que Corridor Ressources a déposé en 2011 une demande de forage exploratoire. L'examen de cette demande par l'Office Canada Terre-Neuve pour les hydrocarbures extracôtiers a repris récemment.
difficile d'en savoir plus. À ce sujet, comme en tout ce qui concerne Old Harry, ni Corridor Ressources, ni l'Office n'ont accepté de répondre à nos questions. Mais nous avons appris quelques faits révélateurs. Tout d'abord, les relevés scientifiques montrent qu'au moins les 2/3, sinon les 3/4 du prospect Old Harry est situé en territoire québécois. Ensuite, des documents que nous avons obtenus par la loi d'accès à l'information révèlent un projet impliquant Hydro-Québec. On apprend qu'Old Harry a bien failli être foré dès 2003, mais du côté québécois. Un projet dont Hydro-Québec avait alors pris l'initiative en s'associant avec Corridor Ressources. Selon nos informations, la multinationale française Total était même intéressée à être partenaire dans ce projet et à investir dans l'exploration systématique du Golfe. Le démantèlement de la division gaz et pétrole d'Hydro-Québec en 2005 aurait définitivement mis fin à ce projet qui n'a jamais été rendu public. Tout cela démontre un niveau continu d'intérêt envers Old Harry et aussi l'importance du premier puits qui y sera foré. Il est aussi essentiel de savoir si c'est du gaz ou du pétrole, les risques étant nettement plus élevés sur le plan environnemental dans le cas du pétrole. À ce sujet, le géologue Fons Fagan, qui connaît bien le contexte régional, est prêt à s'avancer. C'est un bassin très étendu. Et il n'y a pas eu de puits foré proche de Old Harry, donc la géologie locale est pleine de mystères. Mais je dirais qu'il y a plus de chances qu'on ait du gaz si on en croit les paramètres généraux. Mais de quel côté se fera le premier forage et est-ce un avantage? Au Québec, certains craignent qu'à partir de Terre-Neuve, le gaz ou le pétrole soit drainé, voire siphonné. Si la limite entre les deux permis traverse le gisement, alors c'est possible que ceux qui forent près de cette limite d'un côté drainent un peu de pétrole ou de gaz venant de l'autre côté. Le voisin pourrait vouloir aussi forer des puits. Et cela inciterait les deux parties à conclure une entente de partage du gisement. Selon Fagan, le drainage ne se ferait dans ce cas que sur 1 ou 2 kilomètres autour d'un puits. Rien de majeur donc. Juste une autre bonne raison pour que les deux provinces s'entendent au préalable. Mais pour quelqu'un comme Daniel Giroux, la seule idée d'un forage exploratoire en plein milieu du golfe du Saint-Laurent est une aberration. Juriste de formation, elle représente un regroupement d'organismes environnementaux et de nations autochtones des 5 provinces bordant le golfe. On demande un moratoire parce que c'est une question de prudence, d'agir avec prudence, une question de gros bon sens, tout simplement. Il est essentiel pour nous de ne pas agir dans l'urgence. C'est ce que les gouvernements font actuellement. Et on se dit qu'il faut prendre le temps pour prendre une décision éclairée, une décision respectueuse aussi. Et actuellement, là, les conditions ne sont pas du tout en place pour aller de l'avant, pour implanter une industrie qui pourrait avoir des conséquences très importantes pour le golfe, pour les communautés côtières. Aux îles de la Madeleine, si près d'Old Harry, impossible de ne pas être sensible à la qualité, mais aussi à la fragilité du milieu naturel. Tout autour, les fonds marins sont riches en biodiversité. Partout, des poissons. De nombreux invertébrés bien adaptés à ces fonds. Plusieurs espèces de crustacés. Dans ce golfe, il y a aussi une abondance de mammifères marins. Les phoques, en particulier, sont omniprésents. Tout le mode de vie des populations côtières repose sur la santé du golfe. Et s'il y avait l'industrie des hydrocarbures, bien, ça pourrait changer le visage des îles, la vie des gens. Selon le promoteur, Old Harry serait foré à partir d'une plateforme de type semi-submersible de taille moyenne, comme celle qu'on voit dans le golfe du Mexique. Beaucoup de préparation et de soutien logistique.
Déjà, le forage exploratoire coûterait à lui seul dans les 60 millions de dollars. Il poserait la majorité des questions de sécurité et d'impact environnemental sur le milieu physique et humain. En septembre 2013, une étude environnementale stratégique sur le Golfe constatait d'importantes lacunes dans les connaissances sur cette mer intérieure. Elle résumait le tout dans un tableau de 34 points essentiels à éclaircir avant d'aller de l'avant. Pour sa part, le gouvernement Couillard a franchi rapidement les premiers pas pouvant mener à une reprise de l'exploration dans le Golfe. Jean-Pierre Reveret, qui a été consultant pour cette étude, rappelle que la décision d'explorer, surtout en milieu marin, s'inscrit dans une logique. Il faut être réaliste. On n'explore pas dans le but de ne pas exploiter. Donc, l'argument selon lequel l'exploration n'est pas si un enjeu que ça, elle sera automatiquement suivie d'une exploitation. On peut le penser si il apparaît qu'il y a effectivement de la ressource dans les fonds marins. Donc on ne peut pas se boucher les yeux. Après la pause, pourrions-nous faire face à un déversement majeur? Ce bateau de pêche n'est qu'un point dans l'immensité d'une mer intérieure, mais il interfère avec un écosystème d'une grande complexité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois... Philippe Archambault en sait quelque chose. Dans son laboratoire à Rimouski, on étudie avec passion les invertébrés marins. Tous différents les uns des autres, chacun avec son rôle, ces petits organismes forment la base d'un écosystème unique. Le golfe du Saint-Laurent, c'est un système assez complexe. Premièrement, on pourrait appeler ça presque une mer intérieure, bordée par Terre-Neuve, le Québec, la pointe de la Gaspésie, l'île du Prince-Édouard et un peu la zone de la Nouvelle-Écosse un peu plus au sud. Donc vraiment, seulement deux grandes entrées, du côté entre Terre-Neuve et le Québec, et par la suite, donc entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, donc le détroit de Cabot. Autre élément important, le chenal laurentien, profond de 350 mètres. Il traverse cet écosystème en son milieu et favorise les échanges d'eau et de nutriments. Un système avec une biodiversité supérieure à ce qu'on croit parce qu'on a 3 couches d'eau qui permettent d'avoir des espèces qui vivent dans des eaux froides à cause de cette couche intermédiaire froide, des espèces qui proviennent davantage de l'Atlantique et plus au sud, donc du Maine et un peu plus au sud, qui remontent jusque dans le Golfe. Et on a la couche davantage de surface avec des espèces beaucoup plus estuariennes. Donc vraiment, comme 3 grands habitats, sans compter tous les micro-habitats qu'on peut retrouver à l'intérieur du Golfe. Le prospect Old Harry est au beau milieu du chenal laurentien et ce n'est pas sans conséquence. C'est le lieu de tous les dangers en cas de déversement accidentel de pétrole. Centrale, sillonnée par des courants et des vagues de surface, entourée de côtes. Et même si l'industrie pétrolière offshore a connu 25 ans sans catastrophe majeure, tout a changé en 2010 lors de la tragédie de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Tout le monde pense désormais en fonction d'un tel accident. Pour l'océanographe Len Zeddle, les côtes du golfe du Saint-Laurent sont même beaucoup plus vulnérables. Cet accident du golfe du Mexique, s'il se produisait dans le golfe du Saint-Laurent, ses impacts seraient plus immédiats. Parce que le golfe du Saint-Laurent est beaucoup plus petit. Il y aurait alors beaucoup plus de côtes touchées. Plusieurs études ont montré que le Deep Sea Horizon, on parle de 30% du rejet est toujours dans les sédiments. Donc on est quelques années, 2, 3 ans, 4 ans plus tard. Donc on est toujours encore sous l'effet de cette nappe de pétrole-là. Et ceci va se perdurer encore plusieurs dizaines d'années. Donc l'influence va être immédiate et sur du très long terme à travers la chaîne trophique et éventuellement affecter quelle que soit la pêcherie dans le Golfe.
Un risque de marée noire faible, mais des conséquences dramatiques qui affecteraient l'ensemble du Golfe. Tout est là. Mais quelle serait la dérive d'une nappe de pétrole? Quel rivage serait touché? Dans quel délai? Daniel Bourgault et Danny Dumont de l'Institut des sciences de la mer à Rimouski ont récemment publié une première étude indépendante à ce sujet. Ce qui a attiré leur attention était une étude faite dans le cadre de la demande officielle de forage de Old Harry. Le consultant S.L. Ross concluait que dans un cas de déversement accidentel, seule une petite zone alentour serait touchée et qu'il y aurait évaporation ou dilution très rapide du pétrole. Regarde, Danny, j'ai fait une petite représentation schématique. C'est Pour Dumont et Bourgault, l'étude était faible et truffée d'erreurs. Ils en ont fait une autre. On a finalement propagé, dispersé un traceur virtuel. C'est comme si on mettait une quantité 1 à l'endroit de Old Harry et qu'on le laisse suivre l'eau au gré des courants. Et on a un peu simulé des scénarios, un peu comme si c'était un vrai déversement, des déversements qui dureraient 1 jour, 10 jours ou 100 jours. 100 jours qui correspond à peu près au déversement de la station Deepwater Horizon. Les deux océanographes soulignent que leur recherche est préliminaire, mais la méthodologie est appropriée. Quant aux résultats, ils diffèrent nettement de ceux de S.L. Ross, qui agissait dans ce cas pour le compte de Corridor Ressources. Quand on regarde les simulations, effectivement, on voit tout de suite que les côtes de Terre-Neuve, Cap-Breton et Île-de-la-Madeleine, qui sont en fait, qui entourent le site de Old Harry, sont touchées, contrairement à ce que révèle l'étude de S.L. Ross. Pour tester leur modèle théorique, les chercheurs ont fait appel à Découverte. À leur demande, à 6 h du matin, le 29 juin 2014, nous avons déployé 3 petites bouées émettrices sur le site même de Old Harry. Et attention, c'est prêt à partir. Elles ont aussitôt dérivé sur la mer, à peine séparées de quelques kilomètres. 12 jours plus tard, elles se sont échouées près de Port Sanders, sur la côte ouest de Terre-Neuve. Cela correspond à la plus probable des trajectoires prédites par les simulations de l'ISMER, mais avec une surprise. La dérive a été beaucoup plus rapide que prévu. De quoi s'inquiéter s'il s'agissait d'une vraie nappe de pétrole. Une grande marée noire est aussi la hantise des groupes environnementaux. Certains faits les inquiètent. Le gouvernement nous tente de nous rassurer en nous parlant qu'ils vont adopter les meilleures pratiques au monde. On sait très bien que même les meilleures pratiques au monde ne mettent pas à l'abri les déversements de routine et même les marées noires, d'une part. D'autre part, on est loin ici de pouvoir atteindre les meilleures pratiques au monde. On voit que l'encadrement légal, technologique, le niveau de connaissances scientifiques sont inadéquats actuellement. Les conditions sont très loin d'être en place. D'autant qu'on semble bien mal préparé à faire face au pire. En 2012, un rapport du commissaire fédéral à l'environnement soulignait que la capacité d'intervention lors de déversements était insuffisante au pays. Navires et équipements spécialisés manquent à l'appel. Pire encore, on ne sait pas comment agir contre le pétrole en présence de glace. Or ici, elles forment un couvert constant 3 mois par année. Pour ceux qui vivent de la mer chaque jour, comme Jean-Gabriel Cormier, une marée noire est le pire cauchemar, une menace réelle. S'il arrive une catastrophe, surtout dans un futur rapproché, que les fonds sont souillés, ou même, je dis les pêcheurs, même nous autres aux îles de la Madeleine, on vit surtout du tourisme aussi. S'il faut qu'il arrive une grande marée noire puis que les plages se retrouvent ensevelies par du pétrole, c'est les pêches et le tourisme en même temps qui disparaissent. Puis si ces deux affaires-là manquent aux îles, ben c'est terminé.
Il faudra d'autres études de dispersion et de bien d'autres choses. Des études indépendantes et bien faites si on veut que le public puisse s'y fier. Pendant que le Québec exerce un moratoire, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sont en réflexion. Terre-Neuve a déjà ouvert sa partie du golfe à l'exploration. Pour le moment, l'industrie exploite des puits au large de la côte Est, mais qui dit qu'elle ne se tournera pas vers le golfe dans quelques années. Et déjà, on prévoit d'ici 2 ans un doublement du trafic de navires pétroliers dans le golfe à cause des exportations du pétrole des sables bitumineux de l'Ouest canadien. Comme si une mécanique implacable était en marche dans ce golfe. Gaspésie, Anticosti, golfe du Saint-Laurent. La chasse aux hydrocarbures est risquée et semée d'embûches. Et dans ce cas-ci, le jeu en vaut-il la chandelle? Après la pause, les risques associés au transport des hydrocarbures par pipeline et par train. Un aperçu. Avec l'exploitation des sables bitumineux et des réserves non conventionnelles de pétrole par fracturation hydraulique, les quantités d'hydrocarbures transportés en Amérique du Nord ne cessent d'augmenter. La semaine prochaine, nous examinerons les risques associés au transport du pétrole par pipeline et par train. En 2014, la quantité de pétrole produit en Alberta atteignait 2 200 000 barils par jour, soit 25 barils à la seconde. Pour acheminer tout ce pétrole aux raffineries canadiennes et américaines, l'industrie, encouragée par le gouvernement, mise sur un réseau de pipelines à large débit dit de transport. Les risques associés au transport des hydrocarbures, dimanche prochain, à Découverte. Et pour suivre l'actualité scientifique, je vous invite à écouter aussi Les Années-Lumière, tous les dimanches à midi, sur ICI Radio-Canada, première. Et vous pouvez aussi consulter la Zone Science sur iciradiocanada.ca/science. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.